Euh, voilà, bonjour chers amis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pendant cette période particulière pour pouvoir échanger, comme je l'ai dit, partager nos savoirs, partager nos expériences, particulièrement à l'intention des apprenants. Euh, je voudrais d'abord commencer par vous souhaiter une joyeuse fête de l'indépendance qu'on a fêtée cette année dans la sobriété pour les raisons que tout le monde connaît. Et bien sûr, nous souhaitons que le Sénégal vive encore des milliards d'années et que dans les années qui viennent, nous soyons parmi, en tout cas, les pays les plus émergents possibles et que nous soyons un pays qui soit vraiment, euh, en tout cas, un pays peut-être pas développé, mais émergent. Émergent par rapport à nos systèmes de santé, émergent par rapport à notre système éducatif, émergent par rapport à la faiblesse de la pauvreté. On ne peut pas éradiquer totalement la pauvreté, mais qu'on ait le minimum de pauvreté possible. Émergent aussi par rapport à la propreté, à l'hygiène, à l'aménagement du territoire. Euh, Émergent par rapport au respect, tout simplement, pas des droits de l'homme, mais de l'homme, tout simplement. Émergent par rapport à la solidarité. Je souhaite très sérieusement que mon pays soit plus développé que tous les autres pays, du point de vue de la technologie, des savoirs, mais que nous soyons les plus polis, mais que nous soyons les plus propres. Et chacun d'entre nous est acteur dans cette recherche d'émergence. Ce n'est pas seulement une histoire de pouvoir politique ou d'opposition. Chacun est acteur et chacun n'a qu'à se battre pour qu'on puisse réussir ensemble. Avant de commencer, je voudrais quand même rappeler un rituel. Ce n'est pas de la mode. Je crois que la situation est tellement difficile, est tellement compliquée, que hier, je demandais à quelqu'un, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on est en train juste de traverser un cauchemar? Et ce n'est pas un cauchemar, ce n'est pas un rêve. C'est vraiment une réalité où on ne sait pas jusqu'où est-ce qu'on va y aller. Donc, je voudrais vous rappeler ça. Avoir une solution hydroalcoolique, n'importe quelle marque, l'important c'est qu'elle soit bonne. L'avoir dans tous les lieux où on se, que ça soit chez soi, que ça soit à la maison, que ça soit dans votre voiture, partout, ayez ça. Mais n'oublions pas que ça, c'est une solution de rechange quand on n'a pas accès à un moyen de se laver les mains. Parce que le meilleur moyen de se sauver, c'est parfaitement de se laver les mains. Il faut vraiment se laver les mains avec du savon. Ça coûte moins cher, c'est plus facile et c'est meilleur. Mais ça, c'est une solution de rechange. Quand on sort, quand on est dans sa voiture, quand on est, enfin, je sais pas, quand on est dans une situation où on ne peut pas accéder à l'eau, il vaut mieux utiliser ce type de solution. Et qu'on retourne à ce qu'on nous apprenait avant, dire laver les mains, avant de manger, avant de boire, avant de saluer, tout. Ça, on nous avait appris ça, on l'a peut-être oublié, mais c'est un élément important à se rappeler. Voilà. Un autre point peut-être, c'est de rappeler ça. Alors il y en a plusieurs types, voilà, c'est les masques. Alors je crois qu'il y en a plusieurs, celui-là peut-être c'est celui qu'il ne faut pas avoir en tant que particulier parce que je crois qu'il faut plutôt les garder pour les médecins. Mais qu'on ait des masques, je crois qu'il y a plusieurs masques qui sont disponibles, surtout les masques chirurgicaux qui sont très très bons. On les utilise généralement pour 3 heures. Vraiment, il ne faut pas les utiliser trop longtemps. Il ne faut pas les garder aussi 2 jours de suite. C'est pas, sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est peut-être aussi l'occasion pour ceux qui ont le savoir de pouvoir nous proposer des masques qu'ils puissent tester et faire valider pour que nous puissions avoir assez de masques. Parce que récemment, l'ensemble des scientifiques du monde sont d'accord qu'un des moyens d'arrêter la propagation ou d'éviter de se faire contaminer, c'est de porter un masque. Donc on n'a pas beaucoup de moyens. Si on peut avoir des tailleurs ou des gens qui peuvent le faire,
ce serait parfaitement bien, mais il faut vérifier est-ce que ces masques vraiment permettent de protéger contre la transmission du virus. Voilà, bien. Donc ça, c'est la partie sensibilisation que je fais d'abord pour moi, mais ensuite que je vous rappelle, je suis sûr que tout le monde le sait. Voilà. Alors, donc, l'entretien d'aujourd'hui, c'est juste pour parler de qu'est-ce que c'est que la force de vente. On ne va pas aller très loin là-dessus, on est un jour de férié, d'indépendance, mais on va juste essayer de parler de ce que c'est que la force de vente. Ça entre en droite ligne avec les progressions du cours que donne Lai Bombasek. Je crois qu'il était sur la partie distribution. Et vous savez que les 4 P dont on parle en marketing, c'est Product, Price, Promotion, Place. Le P de Place concerne la distribution, mais la distribution, c'est aussi la vente. Donc, il va y avoir la distribution passée par les circuits de distribution, mais on avait dit la dernière fois que dans la distribution, il y a ce qu'on appelle la vente directe. Donc, notamment, l'entreprise peut elle-même vendre. Elle va utiliser sa force de vente. Même quand l'entreprise a des distributeurs, la gestion des distributeurs est faite par la force de vente. Donc, il est important qu'on se rappelle un peu ce que c'est que la force de vente. Alors, j'ai toujours mon ordinateur devant moi pour suivre ce que je dis et ne pas trop voilà, m'aventurer dans les discussions ou en tout cas dans les exemples inutiles. Voilà. Je voudrais dire que la force de vente, ce qui est intéressant, c'est de revenir sur un mot assez intéressant, c'est force. Aujourd'hui, c'est la journée des forces armées pour les 4 avril. On a parlé de force Covid-19. Le terme force revient souvent. Alors, c'est vrai que quand on parle de force de vente, certains se disent c'est la capacité qu'on a, la force de négociation, la force de convaincre les gens. Oui, ce serait génial. Et d'ailleurs aussi, c'est ce qu'on veut. On veut avoir des vendeurs assez bons pour pouvoir avoir la force de convaincre tous les clients. Quand on parle de force, la force, c'est vrai, renvoie d'abord à la notion de puissance. Le fait d'être puissance, le fait d'être fort, le fait de pouvoir gagner. Ça c'est un aspect très important dans le mot force. Mais le mot force, le mot force renvoie aussi à un groupe. Souvent, vous entendez dire que c'est l'union qui fait la force. C'est ensemble qu'on peut avoir de la force, qu'on peut avoir plus de force. Et quand on met des gens en commun pour mener un combat, on va dire qu'on a mis en place une force. C'est ce qui renvoie au terme forces armées, force Covid-19, task force, mais aussi force de vente. Donc c'est un ensemble d'individus qu'on va mettre en commun avec comme rôle de pouvoir notamment propulser les marques de l'entreprise sur le marché au détriment de ceux de la concurrence ou bien au détriment de tout ce qui peut être concurrentiel, c'est-à-dire les idées, les comportements qui sont contre la consommation de notre produit. Donc la force de vente, c'est l'ensemble des individus dans l'entreprise dont la mission est de vendre ou faire vendre l'offre de l'entreprise à sa clientèle finale. C'est une définition qu'on peut donner de ce que c'est que la force de vente. C'est l'ensemble des individus dans l'entreprise dont la mission est de vendre ou faire vendre l'offre de l'entreprise finale. Alors, cette force de vente, quel est son rôle dans l'entreprise? La force de vente va avoir plusieurs rôles. On peut en citer 4 qui peuvent sembler importants. Un rôle important de la force de vente, c'est d'être porte-parole de l'entreprise. C'est très important de comprendre que la force de vente est porte-parole de l'entreprise. Excusez-moi une seconde. D'accord, excusez-moi. Donc la force de vente est porte-parole de l'entreprise. Porte-parole, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que c'est la force de vente qui doit pouvoir, qui a du moins l'exclusivité de parler au niveau de la clientèle, pour le compte de l'entreprise. Et ce rôle est un rôle très important. Pourquoi? Parce que généralement, dans l'entreprise, enfin sur le marché, des rumeurs peuvent sortir sur l'entreprise. Cette entreprise a des problèmes de production, ils ont des problèmes de paiement, ils ont des problèmes de qualité, etc. Il y a souvent des rumeurs qui sont faites à dessein pour pouvoir porter préjudice à l'entreprise
ou bien des rumeurs qui sont colportées par l'entreprise parce que l'entreprise n'a pas de solution ou n'a pas d'information, du moins la clientèle n'a pas d'information et propulse comme ça des rumeurs. Les personnes qui peuvent rétablir la vérité, ce sont notamment les vendeurs ou en tout cas ceux qui sont les membres de la force de vente. C'est leur rôle d'aller auprès de la clientèle et de pouvoir tuer tous ces rumeurs et en les remplaçant par la bonne information. Mais attention, on ne donne pas toutes les bonnes informations. Il ne faut pas donner à la clientèle des informations qui portent atteinte à l'image de l'entreprise. C'est très important. Quand, par exemple, le client vous dit « Ok, il semble que ces temps-ci, vous avez des problèmes de production, il paraît que votre machine a été bloquée, ou bien il semble que vous n'avez pas de moyens logistiques, ou bien il paraît que vous avez des problèmes financiers, etc. » Même si vous savez exactement ce qu'il en est et que le client a raison de soulever ces points, vous ne devez pas dire au client « Effectivement, nous avons des problèmes. » Ça porte atteinte à la crédibilité, à l'image de l'entreprise. Ça, c'est un. Deuxième élément qui est très important, c'est que c'est un problème interne. Ça ne concerne pas le client. Si on revient dans l'organisation ou en tout cas les sphères d'activité commerciale, on parle de back-office et de front-office. C'est valable aussi bien en marketing des services qu'en marketing industriel. En marketing industriel, tout ce qui concerne l'usine et ce qu'on fait dans l'entreprise, c'est du back-office. Le client n'est pas censé le savoir. Donc, nous n'allons jamais dire au client, effectivement, nous avons des problèmes de production, effectivement, nous avons des problèmes de logistique, effectivement, même moi, je n'ai pas encore été payé. Ça, il ne faut jamais, jamais, jamais le confirmer à un client. Plutôt trouver une expression ou en tout cas une communication qui permettra de plutôt rassurer le client, mais ne pas aider le client à lui-même colporter cette rumeur. Ça, c'est très important. Donc, en tant que porte-parole, vous devez donner la bonne parole, mais uniquement la bonne parole qui concerne le client, pas la parole qui en réalité concerne l'organisation interne de l'entreprise. Ça, c'est très important à rappeler. L'autre aspect qui est aussi un rôle, c'est le rôle d'ambassadeur. Quand on parle d'ambassadeur, c'est un mot très utilisé. On va souvent dire vous êtes les ambassadeurs de l'entreprise. Le terme ambassadeur renvoie à des choses très claires. L'ambassadeur est d'abord quelqu'un qui représente une entité. Quand vous êtes représentant commercial, vous représentez l'entreprise auprès de ses clients actuels et potentiels, mais aussi auprès de ses partenaires, éventuellement ses influenceurs. Et quand vous représentez, il ne s'agit pas seulement d'être là pour dire « je suis de telle entreprise ». L'ambassadeur, son premier rôle, c'est de valoriser son entreprise. C'est de valoriser son entreprise. Dire du bien de son entreprise. Dans la mesure aussi de la vérité. Ne l'oubliez jamais. Dans le secteur commercial, beaucoup de gens pensent qu'on peut mentir. Vous pouvez mentir. Mais si vous voulez construire des relations à long terme avec vos clients et que ça commence par des mensonges, certainement que la relation n'ira pas très très loin. Il ne s'agit pas non plus comme au tribunal de dire toute la vérité et rien que la vérité. Il y a des vérités que le client n'est pas censé savoir. Mais vous devez continuer à valoriser votre entreprise. Même s'il y a des problèmes réels de votre entreprise qui ont été propulsés par les médias, qu'on a dit partout sur les réseaux sociaux, etc., vous pouvez quand même trouver un moyen, réfléchissez ensemble à l'interne, mais trouvez un moyen de rassurer vos clients plutôt que d'accepter les difficultés que vous avez parce que ça peut avoir un effet d'entraînement, un effet boule de neige qui va être très négatif pour l'entreprise. D'accord? L'autre aspect en tant qu'ambassadeur, c'est d'encaisser. C'est d'encaisser. C'est d'encaisser tout le mal qu'on dit de votre entreprise. Quand on dit du mal de votre entreprise, c'est pas la peine de crier, c'est pas la peine d'insulter, c'est pas la peine de bagarrer. Jamais. Un ambassadeur est quelqu'un qui a toujours la main haute. Un ambassadeur n'insulte pas, un ambassadeur ne dit pas des mots négatifs, un ambassadeur ne répond pas aux provocations de la clientèle, un ambassadeur, même si on l'empoigne, il ne va pas répondre au client, il va trouver un moyen tout simplement de dire « Excusez-moi monsieur, je reviendrai plus tard, on en reparlera plus tard, ou bien je vous présente mes excuses et vous vous en allez. » Un ambassadeur ne fait jamais quelque chose de négatif parce qu'il doit toujours valoriser. Donc ça, c'est un point important aussi que je souligne. Un représentant commercial, il ne dit pas des mots, il ne rend pas des mots grossiers, il ne répond pas aux insultes, il ne va pas, pire que ça, se battre avec la clientèle. Parce que vous êtes là en tant que représentant de l'entreprise. Même si on vous insulte pas vous, on insulte votre
entreprise. Quand vous pensez que vous ne pouvez pas vous retenir, ben partez tout simplement. À mon avis, c'est plus simple. Et vous trouverez d'autres moyens d'apporter une solution à l'altercation ou à la mauvaise situation. Voilà. Le troisième rôle du représentant, ou en tout cas de la force de vente ou du représentant commercial, c'est le rôle de négociateur sur le lieu de vente. L'entreprise ne peut que fabriquer un bon produit, enfin faire une étude de marché, fabriquer un produit qui semble bien adapté aux attentes de la clientèle, mettre un prix acceptable, faire de la communication. C'est ce que l'entreprise peut faire. Mais les clients, ils ne se mettent pas à la porte de l'entreprise. Les clients sont partout. Donc, c'est à la force de vente d'aller rencontrer chaque client et de pouvoir amener les clients à préférer vos marques à ceux de la concurrence. Parce que autant l'entreprise se bat pour que ses produits soient connus et appréciés, autant les concurrents font la même chose. Donc, c'est à vous, en tant que force de vente, d'aller chez les clients et de négocier avec lui. Négocier avec les clients, c'est aller trouver avec lui une solution, un accord à partir d'un processus où vous allez le convaincre que ce que vous proposez est meilleur que la concurrence propose. Donc, c'est un rôle très important et c'est le cœur de métier de la force de vente. Un quatrième rôle très important, c'est le rôle d'informateur. Beaucoup d'équipes commerciales sont focalisées uniquement sur les chiffres. Combien de ventes avons-nous fait? Combien de clients avons-nous recrutés? C'est vrai, c'est très important. La finalité, c'est d'avoir du chiffre d'affaires. La finalité, c'est d'avoir le maximum de clients possible. Mais n'oublions pas que nous cherchons non seulement à fidéliser ces clients, mais nous cherchons aussi à accroître le chiffre d'affaires que le client peut nous rapporter. Nous cherchons aussi à surveiller ce que les concurrents font pour ne pas avoir de surprise et pour toujours pouvoir défendre nos positions. Et pour ça, le meilleur agent de renseignement de l'entreprise, c'est la force de vente. Donc, la force de vente doit disposer d'outils de collecte des informations obtenues sur le terrain. Il ne s'agit pas seulement de faire des rapports de visite, mais de faire des rapports d'activité. Il ne s'agit pas seulement de reporter les ventes, mais d'avoir plus que ça. Avec l'approche moderne de la fidélisation, on parle de CRM, Customer Relationship Management. Dans le CRM, on va dire que l'une des clés de fidélisation de la clientèle, c'est l'apprentissage qu'on fait sur le client. Et apprendre sur le client, c'est savoir le client, qu'est-ce qu'il achète, quand il achète, qui est là à quel moment, qui prend la décision. À quel moment a-t-on une négociation difficile, comment paye-t-il, etc. Il faut qu'on ait toutes ces informations. Et ces informations, il ne faut pas qu'elles restent uniquement dans l'esprit du représentant commercial. Il faut que ces informations soient documentées pour que l'entreprise ait une vision à 360 degrés de chaque client, modéliser le comportement du client, ce qui lui permet en fait de pouvoir mieux adapter son offre à la clientèle et donc de mieux le fidéliser et d'accroître notamment ses achats. Donc voilà, 4 rôles importants de la force de vente. Le rôle de porte-parole, le rôle d'ambassadeur, le rôle de négociateur et le rôle notamment d'informateur de l'entreprise. La force de vente peut avoir plusieurs activités parce qu'on a dit que c'est l'ensemble des individus dont le rôle est de vendre et faire vendre l'offre de l'entreprise à la clientèle. Parmi les rôles de la force de vente, les missions de la force de vente plutôt, il y a l'activité de prospection, dont on parlera dans la prochaine vidéo. La prospection, c'est la recherche de nouveaux clients. Il n'y a que 2 axes de développement commercial dans l'entreprise. On développe sa clientèle, son portefeuille et son chiffre d'affaires en faisant de la prospection, c'est-à-dire en recherchant de nouveaux clients. Mais aussi, on peut développer en faisant de la fidélisation, c'est-à-dire en amenant les clients actuels à consommer plus que ce qu'ils consommaient. C'est les 2 axes de développement commercial, il n'y en a pas d'autres. Donc, il est important qu'une partie de la force de vente soit affectée à la recherche de nouveaux clients. La recherche de nouveaux clients, les paradigmes ont changé. Avant, c'était un travail très simple où il fallait aller chercher de nouveaux clients. Si ça marche, ça va. Si ça ne marche pas, ça va, etc. On en reparlera quand on traitera le prochain thème sur la prospection, que les paradigmes ont complètement changé. Avant, on pensait que la fidélisation, c'est quand on a un client déjà acquis, mais on se rend compte que
la fidélisation commence avant même l'acquisition du client, c'est-à-dire lors de la prospection. Donc, on reviendra en détail sur comment est-ce qu'on fait la prospection. La deuxième activité du représentant commercial, c'est la négociation. C'est très important et c'est le cœur de métier, comme je l'ai dit, du représentant commercial, c'est la capacité de négociation. Un bon représentant commercial, c'est quelqu'un qui a la capacité d'aller négocier avec les clients, de l'écouter, de comprendre ses attentes, de lui présenter les meilleurs arguments pour que le client puisse préférer sa marque à ceux de la concurrence. C'est une deuxième activité qui est très très importante, c'est l'activité de vente. Une troisième activité qui est souvent faite en B2B, c'est l'élaboration d'offres spécifiques. Parce que autant en B2C, les 4 éléments du mix sont prédéterminés, le client il adhère ou il n'adhère pas, autant en B2C, il y a ce qu'on appelle une co-création de valeur. C'est-à-dire, si moi, qui dirige Avantage Consulting, je vais aller négocier avec un client, je ne vais pas lui dire, voilà, je vous offre une formation en technique de vente en clé en main. Ça ne se passe pas comme ça. Il faudrait que j'aille voir le client, que je fasse un diagnostic, que je comprenne ce qu'il veut, ce qu'il a comme argent, comme moyen, comme budget, où est-ce qu'il veut qu'on le fasse, est-ce que c'est lui qui prend en charge l'organisation ou pas, combien de personnes veut-il former, etc. On négocie, on discute ensemble pour déterminer quel est le produit que je vais lui proposer. Donc, le représentant commercial, dans ce cas, il est obligé de faire ce qu'on appelle l'élaboration d'une offre spécifique. C'est-à-dire, en amont, il fait un diagnostic, un pré-diagnostic, il essaie de comprendre les besoins du client et il fait au client une proposition d'un produit. Et c'est ensuite que la négociation va se faire et se finaliser. Ça aussi, c'est une activité qu'on trouve dans les entreprises qui font du B2B. Une autre activité de la clientèle, c'est l'activité de communication. Je l'ai dit la dernière fois en parlant des influenceurs. Les entreprises, par exemple, qui sont dans le secteur pharmaceutique, ont une force de vente uniquement dédiée à la communication. C'est les visiteurs médicaux. Ils ne négocient pas. Mais leur travail, c'est de faire de la communication d'influence. Donc, ça rentre dans le cadre de la définition. On avait dit vendre et faire vendre. Donc, si je vends un produit, je peux voir que dans le processus d'achat, il y a des influenceurs qui jouent un rôle très important. Il est important que j'aille aussi négocier, ou en tout cas convaincre ces influenceurs-là de prescrire mon produit. Ça se fait dans le secteur médical, ça se fait dans le secteur du BTP, les gens qui vendent des peintures, des revêtements, tout ça, etc. Ils ont une force qui vont aller voir les ingénieurs en BTP, ils vont aller voir les bureaux d'études, ils vont aller voir les architectes, etc. pour leur dire, écoutez, nous on a des revêtements, sol, plafond, tout ce que vous voulez, qui sont parfaitement bien. Conseiller notamment aux maîtres d'œuvre afin que les ventes puissent se faire. Une dernière activité que fait la force de vente, c'est l'activité de fidélisation de la clientèle. Parce que la clientèle aussi, il faut la fidéliser. Et pour la fidéliser, on a beau avoir un système CRM et tout ce qu'il faut, mais il faut avoir une équipe dédiée à ça. Quand vous prenez beaucoup d'entreprises, je peux citer la Sonatel, Tigo, tout ce que vous voulez, ils ont des forces uniquement dédiées à ça. Quand on met en place ce qu'on appelle le centre d'appel, là, notamment, on l'appelle le Customer Care, ça, le service client. Le service client, son rôle, c'est d'informer le client, c'est de voir quelles sont ses attentes, c'est de voir comment est-ce qu'il apprécie ce que fait l'entreprise, c'est de voir le degré de satisfaction, c'est de faire quelquefois des enquêtes et c'est de voir comment améliorer la satisfaction de la clientèle. Donc, par exemple, cette activité de phoning là qu'on fait, ce qu'on fait aussi à travers le community management, les pages qu'on gère, tout ça, l'idée c'est d'entretenir la relation pour mieux fidéliser la clientèle. Et c'est une équipe qui est dédiée à ça. Donc c'est une activité notamment qui est destinée à fidéliser la clientèle. Donc la force de vente peut avoir plusieurs activités. L'activité de prospection, l'activité de vente, l'activité notamment d'offres spécifiques pour la clientèle et l'activité de fidélisation dans laquelle fait partie aussi notamment la gestion des services après-vente, parce que les services après-vente sont liés notamment à la fidélisation de la clientèle. Bien sûr, selon l'entreprise, la force de vente peut avoir plusieurs interlocuteurs. Les interlocuteurs, c'est généralement d'abord le cœur de cible. Quand on vend les B2C, ça peut être les ménages.
Mais il n'y a pas que le cœur de cible. La force de vente peut avoir aussi comme interlocuteur les distributeurs, dont le rôle est d'amener les produits vers les clients. Mais la force de vente peut avoir aussi comme interlocuteur les influenceurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il peut y avoir généralement 3 types de cibles. Donc, la cible finale, ça est vraiment le cœur de cible qui va acheter. Ensuite, la cible distributeur. Et il y a troisièmement une cible qui est la cible influenceur. Ces 3 types de cibles sont généralement les cibles privilégiées, notamment de la force de vente. D'accord? Maintenant, la question peut se poser de savoir qu'est-ce que c'est qu'une bonne force de vente? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne force de vente? Sur quels critères peut-on se baser pour dire qu'on a une bonne force de vente? Ou bien sur quels critères peut-on se dire comment constituer une bonne force de vente? Pour cela, les auteurs du Mercator nous ont donné une très très belle proposition. Et Landry et Landon disaient que la meilleure stratégie de marketing du monde, savamment conçue dans le silence du cabinet, est vouée à l'échec si elle n'est pas soutenue sur le terrain par des vendeurs compétents, par des vendeurs motivés, mais par des vendeurs aussi performants. 3 critères importants. Et cette assertion est très très plaisante, particulièrement percutante, parce qu'elle nous montre que autant vous avez fait l'étude la meilleure du monde, autant vous avez la stratégie de marketing la plus percutante, la plus élaborée, la plus aboutie, ça ne sert à rien si vous n'avez pas une équipe commerciale qui est capable sur le terrain de la mettre en œuvre pour que les objectifs ambitionnés soient atteints. Objectifs en termes de recrutement de clientèle, objectifs en termes de fidélisation de la clientèle, objectifs en termes de vente de produits et de réalisation du chiffre d'affaires. Alors, 3 éléments clés donc permettent de dire que voilà, nous avons une bonne force de vente. Ces 3 éléments clés, c'est d'abord la compétence. Une force de vente doit être compétente. Ça, vraiment, c'est important à rappeler pour tout le monde. Parce que j'ai vu beaucoup d'entreprises, notamment des PME, recruter des gens en disant « je veux juste un vendeur ». Quelquefois, on les appelle aide-vendeurs. Et on se dit, c'est pas la peine qu'ils soient formés, on peut les ramasser sur le tard, leur dire d'aller faire un job, ne pas les payer beaucoup, etc. C'est pas une bonne idée. Quand on veut recruter des gens, il faut s'assurer que ces gens-là sont compétents. Pourquoi? Parce que la vente est un métier. Et chaque métier est assorti d'un savoir, d'une pratique. La compétence, c'est être capable d'exercer correctement son métier. Et pour être capable d'exercer correctement son métier, il y a 3 conditions essentielles. C'est la condition du savoir, la condition du savoir-faire et la condition du savoir-être. La condition du savoir, c'est quoi? C'est la formation. Quand vous devez recruter un représentant commercial, posez-vous la question de savoir par rapport aux tâches que je vais lui assigner, par rapport à l'environnement de travail, par rapport à l'interlocuteur avec qui il va parler, par rapport à la nécessité de maîtriser, par exemple, l'outil informatique, par rapport à la nécessité éventuellement de pouvoir conduire, donc d'avoir un permis de conduire, par rapport à l'ensemble de ces éléments, quels sont les savoirs nécessaires que mon représentant commercial doit avoir? C'est en réalité ça. On définit les critères de recrutement par rapport d'abord à l'analyse du poste, parce que c'est l'analyse du poste qui permet de faire ressortir ce qu'on appelle les critères de recrutement ou les critères de sélection. Alors, quand vous voulez faire de la vente, il y a des formations. C'est vrai que nos étudiants, on les forme dans les écoles avec des formations de Bac+2, Bac+3, et qu'ils soient capables de faire de la force de vente. C'est dommage d'ailleurs que les écoles, jusqu'à aujourd'hui, mais ça c'est pas la faute des écoles, c'est la faute de l'État, on est toujours dans un système LMD qui parle de diplôme et qui ne parle pas de métier en réalité. On parle de licence en marketing, on ne parle pas de licence en force de vente, on parle de master en marketing, on parle pas de master en management commercial, etc. Ça, c'est un gros problème, mais je crois que bon, les réflexions sont en train d'être faites et chacun peut-être doit se battre pour pouvoir amener l'État à se focaliser plus sur les métiers, parce que c'est les diplômes professionnels, que sur le diplôme en termes de LMD. Ça, c'est un métier, c'est un truc sur lequel tout le monde parle, mais je crois qu'il faut qu'on... En tout cas pour ça. Malheureusement, il n'y a pas de BTS force de vente maintenant, ça n'existe plus. Il n'y a plus de BTS aide commerciale, ça n'existe plus. Mais ça n'empêche que
le cursus de formation, le contenu de formation renseigne sur les savoirs qui ont été administrés à quelqu'un et donc permet de savoir est-ce qu'un individu a reçu des savoirs sur comment vendre, comment négocier, comment faire de la prospection, comment faire de la facturation, éventuellement comment conduire une voiture, parce que beaucoup d'écoles maintenant intègrent ça dans leur formation, parce que ça peut être une exigence, d'accord? Comment utiliser l'informatique, comment faire des calculs sur Excel, comment faire des présentations de produits sur PowerPoint, etc. Donc ça, beaucoup d'écoles l'intègrent, mais il s'agit de voir le cursus de formation pour savoir quels sont les savoirs qui ont été maîtrisés par notamment le candidat ou par pour la personne qui notamment va occuper ou occupe le poste de représentant commercial. Donc il y a des savoirs. Ces savoirs, il faut les acquérir. Et généralement, on les acquiert à l'école. Le fait de les acquérir à l'école permet d'avoir au moins une certification, c'est-à-dire un document qui prouve que les savoirs ont été acquis. Il n'empêche que ces savoirs peuvent être acquis sur le tard. Okay? C'est-à-dire que quelqu'un peut exercer le métier de représentant commercial dans une entreprise, mais à force de côtoyer d'autres personnes, des coachs, des managers, et lui-même de faire du terrain, il acquiert un certain nombre d'informations. Malheureusement, ces savoirs qu'il va acquérir dans ce qu'on appelle le learning by doing, généralement ne sont pas certifiés ou ne sont pas reconnus. Ça aussi, c'est un gros problème que beaucoup de représentants commerciaux ont au Sénégal et même dans d'autres pays. C'est vrai que aussi l'État du Sénégal est très en retard sur ce qu'on appelle la VAE, la validation des acquis de l'expérience, sur lequel un de mes amis comme Pape Maguette Diop est en train de beaucoup travailler. Je crois que l'État du Sénégal peut-être est en train de faire des choses là-dessus. Espérons que d'ici peu de temps, on arrivera à pouvoir maintenant certifier ce qu'on appelle des acquis de l'expérience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup appris sur le terrain, qui ont beaucoup appris de leur coach, qui ont beaucoup avancé, mais qui ne peuvent pas le valoriser pour pouvoir avoir un diplôme de leur niveau et pouvoir progresser dans l'organisation, avoir et peut-être même faire des formations plus importantes. Donc, il y a ce processus-là. J'espère qu'un jour, par Maguette Diop, je lui demanderai éventuellement de faire une vidéo là-dessus, où l'État du Sénégal nous informera sur ce processus, parce que c'est des savoirs acquis et qui en réalité peuvent être validés comme étant une formation ou notamment un savoir qui est validé. Donc, souhaitons vivement que la validation des acquis de l'expérience puisse être reconnue ou en tout cas utilisée au Sénégal très rapidement. Ça permettra à beaucoup de commerciaux qui ont 10 ans, 20 ans d'expérience, qui n'ont pas de diplôme, ça leur permettra d'avoir un diplôme parce que réellement, ils ont accumulé un savoir tel qu'ils peuvent avoir un niveau quelquefois plus important que ceux qui ont des BTS, d'autant plus que quelquefois c'est des gens particulièrement performants qui font d'excellents résultats. Voilà. Alors, ce savoir que l'entreprise, que le commercial a, n'est pas un savoir qui, à lui tout seul, est un savoir optimal. On souhaite que, pour que l'aspect, le critère savoir pour être rempli, que le commercial ait 80% du savoir nécessaire pour faire son job, mais que l'entreprise apporte 20% de savoir qui permettent au commercial d'avoir les 100% de savoir nécessaires à sa compétence. Parce que dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas de formation interne. C'est extrêmement grave. Dans beaucoup d'entreprises, quand vous recrutez un commercial, ça va être « Oui, bonjour, on vous a recruté, c'est bon, allez avec M. Khan, lui, il est sur le terrain depuis 10 ans, il vous accompagne pendant 10 jours, ensuite on va vous affecter à votre poste. » Mais M. Khan, quand je l'accompagne pour qu'il fasse son travail. Point. Il peut tout me dire ou ne pas tout me dire. Et il ne me dira que ce qui est en relation avec ce qu'il va faire sur ces 10 jours-là, point. Mais moi qui viens dans l'entreprise, il faudrait que j'ai des savoirs sur l'entreprise. Cette entreprise, c'est quoi? Quelle est l'histoire de l'entreprise? Quelle est la stratégie de l'entreprise? Quelle est l'organisation de l'entreprise? Quelles sont les méthodes de l'entreprise? Quelle est la valeur ajoutée de l'entreprise? Qui sont les concurrents de l'entreprise? Quels sont les produits, les marques de l'entreprise? En quoi se distingue-t-elle de la concurrence? Qui sont les distributeurs de l'entreprise? Quelles sont leurs caractéristiques? Qui sont les partenaires de l'entreprise? Quelles sont leurs caractéristiques? Comment est-ce que nous collaborons avec nos clients, nos distributeurs, nos partenaires? Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Quelle est la culture de l'entreprise? Quelles sont les procédures de l'entreprise? Quels sont les outils sur lesquels nous travaillons? Comment organisons-nous nos réunions, etc.
L'ensemble de ces aspects, généralement, le commercial, on ne le forme pas là-dessus. Il ne sait pas. Combien de fois est-ce qu'on va en diagnostic dans les entreprises où les commerciaux ne savent pas grand-chose de leur entreprise? Tout ce qu'ils savent, c'est quels sont leurs objectifs, où est-ce qu'ils doivent vendre, quels sont les produits qu'ils doivent vendre, terminé. Ils se débrouillent tout seuls. Et après, on se plaint que les commerciaux ne sont pas fidèles. Ben forcément, ils ne peuvent pas être fidèles. Quand vous ne créez pas de l'attachement entre votre entreprise et votre employé, forcément, il va y avoir des difficultés pour pouvoir fidéliser votre entreprise. La fidélisation, avant de fidéliser les clients externes, commençons à fidéliser nos clients internes. Donc, il faut les imbiber de l'entreprise. La formation interne est extrêmement importante. Un grand expert de la vente avait donné un exemple pour un livre qui s'appelait Vendeur d'élite. C'est Aguilar notamment. Aguilar disait que quand il a fait des enquêtes sur le terrain, il s'est rendu compte que, il a rencontré un vendeur chez Xerox qui était l'un des meilleurs vendeurs de Xerox. Et il a fait des entretiens avec lui pour lui dire mais il paraît que vraiment vous êtes l'un des meilleurs vendeurs. C'est quoi votre secret? Vous avez toujours été comme ça, etc. Le monsieur lui fait non monsieur, moi je travaillais avant dans une imprimerie. Et quand j'étais dans cette imprimerie, je faisais partie des pires vendeurs. J'arrivais pas à m'en sortir. En certain moment, je ne pouvais plus, je suis parti. Il lui dit, ah bon, mais pourquoi? Parce qu'il me dit, il a dit, parce que quand je suis venu dans l'imprimerie, on m'a dit, puisque tu es un commercial, tu as une formation et tout, on te recrute, voilà nos produits, voilà nos dépliants, allez chercher de la clientèle, amener le client, c'est tout ce qu'on vous demande. Et il n'a pas pu réussir à voir comment approcher les clients. Vraiment, la mayonnaise n'a pas prise et il n'a pas pu s'en sortir. Mais quand il est arrivé chez Xerox, on lui a fait 6 mois de formation. 6 mois de formation. On lui a tout expliqué chez Xerox. Son histoire, tout. Résultat, quand il a très très bien compris, quand réellement il a adhéré à Xerox, pas seulement en tant que représentant commercial, mais en tant qu'ambassadeur, notamment, qui se sent impliqué et membre de l'organisation, ben, il a pu aller chez la clientèle en étant particulièrement bien motivé et il a pu faire jouer sa capacité de conviction, de négociation qui lui a permis d'être parmi les meilleurs vendeurs. Donc, si vous voulez que votre vendeur ait un savoir optimal, ne vous fiez pas seulement à sa formation initiale, fiez-vous aussi à la formation que vous allez lui donner. Ça permet de le motiver, ça permet de l'engager, ça lui permet de comprendre les enjeux de son travail et ça va lui donner assez de force pour pouvoir notamment vous apporter les objectifs que vous voulez atteindre. L'autre aspect ou le deuxième point dans la compétence, c'est le savoir-faire, c'est l'expérience. Le savoir-faire, c'est uniquement l'expérience, si je veux dire, c'est uniquement la capacité d'éprouver des savoirs. Quand on a la capacité de mettre en œuvre un savoir, on a de l'expérience. Alors, beaucoup d'étudiants se plaignent, oui, mais les entreprises demandent 5 ans, 6 ans d'expérience, 3 ans d'expérience, et nous, on a ça. Oui, vous n'avez peut-être pas assez 3 ans d'expérience après la formation, mais vous aviez eu de l'expérience durant toute votre formation. Les stages que vous faites, c'est des expériences. Il faut les relater comme expérience dans vos CV. C'est très important. Les travaux de terrain que vous faites avec vos professeurs, c'est des expériences. Il faut les relater comme expérience dans votre CV. Les activités que vous faites dans vos associations d'étudiants. Mais quand vous êtes dans l'association d'étudiants, vous êtes chargé du partenariat, vous allez chercher des partenaires. C'est quoi? C'est un jeu? C'est pas un jeu. C'est dans le processus de formation. Parce que l'école ne doit pas seulement vous donner du savoir, l'école de formation professionnelle donne à la fois le savoir et l'expérience. C'est à vous de savoir capter cette expérience et notamment de la valoriser dans votre CV. C'est pourquoi faire des stages, les jeunes, c'est d'une importance capitale. Faites-le, faites des stages. Ça vous permettra, quand vous faites des stages pendant 3 ans lors de votre formation en BTS, en licence, vous pourrez dire « j'ai une formation en licence et j'ai 3 ans d'expérience professionnelle ». Ça vous permettra de pouvoir intégrer une entreprise. L'expérience dont on vous parle, ce n'est pas seulement l'expérience post-formation, c'est aussi l'expérience pendant la formation. Les expériences que vous avez dans des associations autres que les associations scolaires, c'est aussi des expériences. Quand dans votre quartier, dans votre communauté, des trucs comme ça, vous êtes dans des associations où vous avez des rôles, valorisez-les.
comme étant des expériences professionnelles. Les travaux de recherche, les projets professionnels que vous faites, valorisez-les comme étant notamment des expériences professionnelles. Excusez-moi, voilà. Je n'ai pas pris la précaution d'éteindre. Voilà, je crois que c'est fait. Donc ça, il faut les valoriser comme expérience professionnelle. À mon avis, c'est particulièrement important. Le troisième volet de la compétence, c'est le savoir-être. Parce que la vente est une activité particulièrement psychologique. Si vous n'avez pas de bonne qualité psychologique, ne faites pas de vente. Donc, le fait d'avoir des qualités psychologiques, le fait d'avoir des qualités, vous êtes un ambassadeur, les qualités physiques, le fait aussi d'avoir du bon relationnel, le fait d'avoir aussi de bonnes qualités morales, c'est extrêmement important dans le secteur de la vente. On y reviendra tout à l'heure. Ces qualités-là sont fondamentales en matière commerciale. Et souvent, elles sont quelquefois autant ou plus importantes que le savoir et l'expérience. Donc ça, je voudrais vraiment que vous y focalisez, en tout cas, vous y faites très attention, ces qualités commerciales-là. C'est pas du vent, c'est vraiment des qualités très importantes parce que votre activité, c'est du show. Vous faites une vente en temps réel. Toutes les erreurs que vous faites sont perçues par la clientèle, donc il faut faire le moins d'erreurs possible. Vous n'avez pas beaucoup de chance, le client ne vous recevra pas 10 fois. Peut-être il vous recevra une première fois pour voir si c'est intéressant. Si c'est intéressant, il vous recevra une deuxième fois. Donc avoir toutes ces qualités relationnelles, être très psychologue, savoir comment convaincre, accrocher les clients, ça va être très important. Donc ces qualités sont assez fondamentales. Donc, quand on a le savoir, l'expérience et les qualités psychologiques, relationnelles, physiques nécessaires, je crois qu'on a déjà atteint notamment la compétence du point de vue commercial. Le deuxième volet, c'est que quand on est compétent, on sait faire son métier. Mais savoir faire son métier ne veut pas dire bien le faire. Pour bien le faire, il faut être motivé. La motivation donc, c'est l'ensemble des efforts qui sont fournis spontanément par le représentant commercial pour atteindre ses objectifs. J'ai bien aimé cet aspect-là, cette dimension effort qu'on fait, parce que c'est Victor Vroon qui a bien mis en évidence cette affaire, en disant que, en matière commerciale, en tout cas, l'aspect le plus important, c'est cette volonté de fournir des efforts. C'est extrêmement important. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous amener à fournir des efforts pour atteindre nos objectifs? Deux sources. La motivation, la politique de motivation d'entreprise. De l'autre côté, ce qu'on appelle l'automotivation. La politique de motivation de l'entreprise, c'est 80% de la motivation, c'est clair. Quand l'entreprise ne fait rien pour nous encourager, il va de soi que nous n'avons pas aussi envie de faire. Et la politique de motivation de l'entreprise, ce n'est pas forcément l'argent qu'on vous donne, ce n'est pas les primes qu'on vous donne. Ça aussi, j'y tiens beaucoup. Quand une entreprise veut motiver son équipe commerciale, ça doit commencer d'abord par vendre des bons produits. Ça doit commencer par vendre à des prix qui sont des prix vraiment bien acceptés par la clientèle. Ça doit commencer par faire de la bonne communication pour que déjà les clients aient envie avant même que le représentant commercial arrive. C'est aussi mettre le produit, avoir une distribution assez optimale pour que le produit n'est pas disponible. Donc ça aussi, je sensibilise les managers commerciaux pour dire que c'est les premiers éléments de motivation de l'équipe commerciale. D'accord ? C'est aussi mettre à la disposition des représentants commerciaux les moyens de travail en quantité suffisante. C'est important de leur donner tout ce dont ils ont besoin, même des cartables. Voilà, des blocs-notes, des facturiers, je ne sais pas moi, tout ce qu'ils vont utiliser comme documentation commerciale, notamment les flyers, les brochures, etc. S'ils travaillent avec des ordinateurs, leur donner des ordinateurs, ou pire, ou si c'est difficile d'avoir des ordinateurs, au moins leur donner des tablettes, etc. Ces outils doivent être vraiment mobilisés pour que le commercial ait aussi les moyens de bien travailler. Et ça, vraiment, c'est aussi des éléments de motivation. Maintenant, viennent d'autres facteurs, notamment le facteur financier, qui, à mon avis, n'est pas le facteur le plus important, même si beaucoup de gens disent que la motivation, c'est de l'argent, c'est de l'argent, c'est de l'argent. Si vous voulez motiver les commerciaux, ne regardez pas l'argent que vous leur donnez, regardez à quoi va servir cet argent. C'est très important. Parce que si le commercial dit « je veux qu'on augmente mon salaire, qu'on augmente mes commissions, si on me donne une prime, ça ne sert à rien. Réfléchissons au marketing. Celui qui me demande ça, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que ce n'est pas d'une maison dont il a besoin? Est-ce que ce n'est pas pour faire une formation? Est-ce que ce n'est pas pour voyager? Regardons les projets des représentants commerciaux et sur cette base, fixer notamment une politique de motivation. On reviendra sur le management commercial une autre fois.
Mais ce dont je voulais surtout parler pour les représentants commerciaux, c'est l'automotivation. Vous savez, on pourrait vous mettre la politique de motivation la plus somptueuse du monde. Si vous n'êtes pas automotivé, cette motivation ne servira à grand chose. Et je voudrais que chacun des représentants commerciaux, qui en tout cas auront accès à cette vidéo, se pose une question, ou en tout cas se pose des questions sur 4 aspects, en se disant, sur ces 4 aspects, est-ce qu'il y en a un que j'ai en moi? Si vous avez un de ces aspects-là en vous, vous êtes automotivé. Si vous n'avez aucun de ces aspects en vous, allez changer de métier. C'est aussi simple que ça. Ces aspects que je veux traiter, qui en tout cas indiquent l'automotivation, c'est d'abord la passion de son métier. Est-ce que vous êtes passionné par le métier de représentant commercial? Est-ce que vous adorez rencontrer des gens? Est-ce que vous adorez discuter avec des gens? Est-ce que vous adorez mettre en avant vos talents de négociateur? Est-ce que vous adorez rendre service à des gens? Est-ce que vous ressentez la dimension sociale importante de la vente en termes de aller chercher des gens à leur bureau, dans leur maison, au marché et essayer de discuter avec eux, de leur permettre d'identifier leurs problèmes et de leur apporter les solutions? Est-ce que vous sentez cet aspect-là? Parce que souvent je dis qu'il y a un médecin que personne ne paye, un médecin que personne ne remercie, qui s'appelle représentant commercial. Combien de gens sont dans leur bureau stressés, énervés, déboussolés, mais à travers un entretien avec un représentant commercial, reprennent réellement de la joie, du bonheur? Combien? Combien de gens n'identifient pas réellement leurs problèmes et rencontrent un représentant commercial qui, à travers un travail d'écoute, leur permet de voir c'est quoi leurs problèmes et leur propose une solution sur mesure? Combien? Combien de gens veulent acheter mais ne savent pas comment se faire livrer? Ils rencontrent un représentant commercial qui les aide à pouvoir non seulement faire l'achat, mais se faire livrer. Combien de gens veulent acheter mais n'ont pas les moyens tout de suite de payer et rencontrent un représentant commercial qui leur apporte des solutions financières pour pouvoir payer? Le métier de représentant commercial est un métier particulièrement noble. C'est un métier qui a énormément de valeur sociale. Donc posez-vous la question, est-ce que j'aime mon métier? Parce que si vous n'avez pas mon métier, ça peut être un problème d'automotivation. Le deuxième aspect qui peut être source d'automotivation, c'est l'ambition. Si vous n'avez pas votre métier mais que vous êtes représentant commercial, peut-être que aussi vous pouvez être motivé par ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes ambitieux. L'ambition, c'est la volonté de progresser, d'aller loin. Voilà. L'ambition peut être une ambition au sein de l'entreprise ou une ambition en dehors de l'entreprise. L'ambition au sein de l'entreprise, c'est de se dire, je vais essayer de me battre, d'atteindre mes objectifs et même de les dépasser. Pourquoi? Parce que ça peut me permettre de progresser. Donc aujourd'hui, je suis représentant, demain, je peux passer superviseur, ensuite directeur ou responsable régional des ventes, peut-être après directeur commercial et éventuellement après DG. Voilà, on peut se dire, je vais me battre, faire des résultats pour progresser à travers les résultats que je fais. Ça, c'est un point important qui peut être une source de motivation, cette ambition interne, cette ambition en termes sur l'organisation interne. Mais l'ambition peut aussi ne pas être liée à votre entreprise. Vous pouvez vous dire, je fais mon travail de représentant commercial, mais mon projet à moi, c'est d'avoir un poulailler. Et pour avoir un poulailler, il me faut 3 millions. Mais comme je n'ai pas 3 millions, je vais essayer de me battre, atteindre mes objectifs, faire tout ce qu'il faut pour que je puisse, d'ici 1 an, 6 mois, 8 mois, ça dépend, collecter mes 5 millions et aller faire le job que je vais faire. Donc, le fait d'être ambitieux est une source d'automotivation. Troisième source d'automotivation, c'est notamment le courage. Quand vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas faire le métier de représentant commercial. Quelqu'un qui est courageux, c'est une valeur morale, le courage. C'est le fait de se dire que je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Je ne suis pas quelqu'un qui me laisse faire. Je ne suis pas quelqu'un qui pleurniche. Je ne suis pas quelqu'un qui passe mon temps à tendre la main et demander. Quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui n'attend pas. C'est quelqu'un qui se bat. C'est quelqu'un qui se dit, j'ai envie de faire un métier par lequel je vais satisfaire mes propres besoins. Je n'attendrai de personne qu'il puisse satisfaire mes besoins. Et ça peut être une source d'automotivation. Parce que l'individu va se battre, va aller travailler tous les jours, va se battre pour faire des résultats. Pourquoi? Pour maintenir sa propre dignité.
Le dernier critère d'automotivation, c'est la fierté. C'est très important. Si vous n'avez pas les 3 premiers critères d'automotivation que je viens de citer, ayez au moins le dernier, c'est la fierté. La fierté, c'est le fait de ne pas accepter les critiques. Et l'avantage dans la fierté, ça peut avoir beaucoup de désavantages, en tout cas du point de vue social, des relations sociales, mais du point de vue de l'automotivation, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que quand on ne veut pas être critiqué, on fait tout pour ne pas être critiqué. Donc on se bat pour respecter les règles, respecter les procédures et surtout atteindre ses résultats. Donc je synthétise 4 sources d'automotivation. La passion du métier, l'ambition, le courage ou la fierté. Si vous avez un de ces éléments-là en vous, psychologiquement, vous êtes automotivé. En mettant en place une politique de motivation d'entreprise, vous pouvez exploser. Mais si vous n'avez aucun de ces 4 critères qui sont des sources d'automotivation, de grâce, changez de métier, faites autre chose. Ça veut dire que la vente n'est pas votre métier. Le 3e élément qui indique la pertinence ou en tout cas l'intérêt d'une bonne force de vente, compétence, il y a la motivation, ensuite il y a la performance. La performance n'est pas un 3e levier. La performance, c'est la conséquence de la conjugaison entre la compétence et la motivation. Quand vous savez bien faire votre métier et que vous avez envie de bien faire, de fournir les efforts pour ça, la seule résultante, c'est la performance. Vous atteignez vos objectifs. Je sensibilise souvent là aussi sur un aspect important. Beaucoup de représentants commerciaux se disent « j'ai explosé les ventes, je suis le meilleur vendeur, je suis fort ». Je rappelle que la performance, c'est la conjugaison de l'action efficace du représentant commercial, mais aussi le soutien de l'entreprise. N'oubliez jamais que vous êtes bon parce que l'entreprise vous a soutenu. Si on vous avait donné un mauvais produit, vous ne seriez peut-être pas performant. Si le prix est un prix qui était mauvais, vous n'aurez certainement pas fait des résultats. S'il n'y avait pas de bonne communication pour vous accompagner, vous n'auriez pas fait de bons résultats. S'il y avait souvent des ruptures de stock, vous n'auriez pas certainement fait de bons résultats. Donc, je demande à ceux qui font des bons résultats, qui sont très performants, d'avoir un peu d'humilité et de reconnaissance par rapport à leur entreprise. Parce qu'on vit tous les jours des drames. Et les drames, c'est quoi? C'est des représentants commerciaux qui font de très bons résultats, qui deviennent complètement barjots, excusez-moi le terme, parce qu'ils se disent qu'ils sont indispensables, notamment. Et après, ça va être, de toute façon, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais quitter l'entreprise et aller chez la concurrence. Dites d'accord, à la bonne heure. Et généralement, quand ils vont chez la concurrence, ben, ça peut quelquefois ne pas marcher. Parce que si le concurrent ne fait pas autant que votre entreprise ne faisait, vous risquez de ne pas avoir les performances que vous vouliez démontrer. Ça, c'est un. Deuxième élément, les clients que vous pensiez emmener chez le concurrent, quelquefois, ils ne vous suivent pas parce qu'ils sont devenus fidèles non pas à votre personne, mais à votre entreprise. Donc, comprenons que si on fait de bons résultats, c'est parce que nous sommes bons. Ça, c'est évident. Nous sommes bons. Mais ça veut dire aussi que l'entreprise nous a soutenus. Ça, c'est un point important que je tenais à rappeler. Alors, maintenant, quelles sont les qualités qui nous permettent d'être bons? Quelles sont les qualités d'un excellent représentant commercial? Je suis sûr que dans vos cours de force de vente, on vous a donné toutes les études qui ont été faites, parce que beaucoup d'études ont été faites sur les aspects psychologiques et psychosociologiques, notamment des représentants commerciaux. Beaucoup d'études sur aussi bien les ressorts psychologiques et ce qu'on appelle les ressorts matérialistes. Beaucoup d'études ont été faites dans beaucoup de pays. Je ne vais pas revenir sur ces études, vos professeurs le font très très bien. Je vais juste faire une petite synthèse sur les qualités qu'on attend d'un représentant commercial. Je voudrais d'abord dire que toutes les qualités qu'on va vous dire sont des qualités importantes. Mais il y a une hiérarchie dans ces qualités-là. Parce que les qualités les plus importantes en matière commerciale, ce sont les qualités psychologiques. Ce sont les qualités psychologiques. N'oubliez pas, on avait dit que
Ce qui est décisif, c'est ce que le client pense qu'il est en train d'acheter et qu'il considère être de la valeur. Dimension subjective et psychologique de l'achat. Donc, si vous devez vendre, vous devez être capable de pouvoir comprendre, capter cette dimension psychologique, entrer dans l'esprit du client, comprendre comment il apprécie subjectivement les choses. C'est ça qui vous permet de bien négocier et de le convaincre. Donc, les premières qualités les plus importantes en matière commerciale, ce sont les qualités psychologiques. Parmi lesquelles, la première, c'est l'empathie. C'est l'empathie, c'est l'empathie, c'est l'empathie. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Ça suppose de savoir écouter. Quelle écoute? L'écoute active. C'est-à-dire écouter avec la volonté de comprendre l'autre. Pas d'accepter ce qu'il dit, mais au moins de comprendre. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Dans quelle situation il est? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend? C'est très important, l'empathie. L'autre, et l'empathie, bien sûr, c'est tout ce qui va être aussi les questionnements, les reformulations, tout ça. La deuxième qualité importante du point de vue psychologique, c'est l'ego drive. C'est une qualité sur laquelle les gens ne mettent pas, est fondamentalement importante. L'ego drive, c'est cette volonté de toujours être dans le challenge et de gagner ces challenges. Un représentant commercial, c'est quelqu'un qui aime les challenges. Mais c'est surtout quelqu'un qui aime gagner ces challenges. Et je dis souvent que c'est une qualité tellement importante que si vos représentants commerciaux ne les ont pas, il faut les remercier. Un commercial, ce n'est pas quelqu'un qui va dire « on est ensemble, ce n'est pas la peine de se faire la guerre, non, que chacun aide l'autre ». Non, on ne s'aide pas. On est une équipe commerciale. Dans le travail, chacun a son territoire qui lui est propre, pas de copinage. Chacun doit travailler sa zone et faire le maximum dans sa zone. Parce qu'il ne s'agit pas dans une même zone de se faire la guerre. Chacun a sa zone commerciale. Donc que chacun travaille dans sa zone du maximum et démontre qu'il est meilleur que les autres. Il est important, quand on est commercial, d'avoir de la tchatch, de vouloir montrer qu'on est bon et de démontrer qu'on sait notamment avoir les meilleurs résultats, qu'on sait battre les autres. Parce qu'on ne les bat pas de manière ignoble, on ne les bat pas de manière illégale, on les bat sur le terrain où et chacun doit faire ses résultats. Il faut tout le temps prouver qu'on est bon et pour ça, il faut avoir de l'ego drive. Ok? Maintenant, il va rester la confiance en soi. Il est important d'avoir la confiance en soi. Il est important d'avoir de l'équilibre émotif, c'est-à-dire d'être posé, ne pas s'emporter vite, ne pas être trop heureux, etc. Il faut être vraiment posé. C'est aussi avoir le sens d'initiative en matière commerciale. Le commercial, c'est quelqu'un qui prend des initiatives. Attention, dans la limite des procédures. Ne prenez pas des décisions qui ne relèvent pas de votre autorité. Donc, tout ce qui relève de votre autorité, vous pouvez le faire. N'attendez personne, faites-le tout seul. Mais pour des réductions, pour des choses pour lesquelles on vous dit que vous n'avez pas le droit de le faire, demandez d'abord l'autorisation. Même si un client vous dit « je fais une commande de tout ce que vous avez produit », ne lui faites pas des autorisations si on ne vous le permet pas. Allez demander l'autorisation. Mais pour tout ce pourquoi vous avez la possibilité de faire avoir des initiatives, ben faites-le, n'attendez personne. L'autre type de qualité, c'est les qualités physiques. Ça, vous le savez, c'est la présentation. La propreté, le fait d'être bien mis, le fait d'avoir des bonnes coiffures, etc. Tout ça, c'est très important. En matière commerciale, en tout cas, quand on va aux entreprises, je ne parle pas parce qu'on ne peut pas déterminer de manière standardisée comment est-ce qu'un commercial doit se porter, doit s'habiller. On ne détermine pas de manière standardisée. Mais je parle particulièrement des entreprises qui vendent aux entreprises, enfin des commerciaux qui vendent aux entreprises. Il est important de soigner votre mise. C'est très important de bien s'habiller. Bien s'habiller, ça ne veut pas dire porter des habits extraordinaires. La qualité de l'habillement se juge à deux choses. Est-ce que l'habit est propre? Ça, c'est important. Deuxièmement, est-ce qu'il est bien repassé? Ne portez jamais des habits froids, c'est très important. Troisième élément, il faudrait que l'habit soit sobre. C'est très important en matière commerciale de porter des habits sobres, de porter des parfums sobres, d'avoir une coiffure sobre. C'est très important. Une manucure, tout ça, sobre. Le principe en matière commerciale, c'est que vous ne pouvez pas être plus attractif que ce que vous vendez. Donc, tout ce qui peut vous donner de la valeur aux yeux du client, vous devez l'éviter dans votre présentation. Tout ce qui peut aussi rebuter les clients en termes d'odeur, en termes de saleté, etc., vous devez l'éviter. C'est vraiment ça les principes élémentaires, vraiment, concernant la présentation physique, notamment. Bien sûr, dans les aspects physiques, il y a le dynamisme, il y a la résistance physique.
Parce que vous devez visiter les clients peut-être pendant toute une journée. C'est difficile de passer d'un client en autre, surtout quand vous êtes un client externe. Même quand vous êtes sédentaire, c'est difficile parce que vous êtes assis en parlant à des gens pendant des heures, c'est très compliqué. Donc, vous devez avoir une très bonne résistance physique. Pour ça, c'est pas la peine d'aller prendre de la drogue. C'est-à-dire, ne vous prenez pas la tête avec tous ces médicaments qu'on vend en disant que ça vous donne du punch, etc. Non. Si vous voulez être en forme tout le temps, être résistant, il y a des trucs très simples. Parmi ces trucs très simples, c'est avoir une hygiène de vie. Se coucher tôt, se lever tôt. C'est très important. Dans cette hygiène de travail, c'est prendre des pauses, prendre des pauses, prendre des pauses. Quand vous travaillez, que ce soit à l'externe ou à l'interne, quand on vous dit que vous avez 1 heure de pause, de grâce, prenez cette pause. Ne profitez pas de cette pause pour aller faire autre chose. Ne vous dites pas, je vais travailler sur ma pause pour descendre plus tôt, c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Quand on vous dit de prendre la pause, c'est parce qu'on connaît le rythme biologique du corps humain. Donc, la pause est nécessaire. Prenez une pause. C'est très important. C'est un élément qui vous permettra d'avoir du punch, de la tchatch. D'accord? Un autre aspect important, c'est faites du sport. Faites du sport, quel que soit le type de sport que vous faites, que ça soit de la marche, que ça soit aller jouer au basket, au football, etc. Faites ce que vous voulez, mais soyez en tout cas dans l'activité sportive. Ça vous permet de garder votre résistance physique. Voilà. Un autre aspect, ou en tout cas un autre type de qualité, c'est les qualités relationnelles. C'est important. Ça, heureusement que nous, on l'apprend très bas âge au Sénégal. Nous sommes un pays teranga. On nous apprend comment accueillir les gens, comment aller parler aux gens, être poli, savoir utiliser des formules de politesse, savoir être quelqu'un vraiment d'attentionné, quelqu'un de serviable. Ça, on sait le faire. Mais aussi le relationnel, c'est la qualité de l'expression orale. C'est important. Un représentant commercial, il fait de la prise de parole en public au jour le jour. Tous les jours, vous êtes dans la prise de parole en public. Donc, vous devez chercher à améliorer votre capacité d'expression, trouver les bons mots, avoir une bonne diction, c'est très important, avoir un bon rythme. Il faut avoir un bon flow, c'est très important. Avoir une bonne musicalité dans votre voix, avoir une belle diction pour que les gens comprennent facilement ce que vous dites. Donc ça aussi, c'est très important. C'est aussi savoir utiliser les bons mots, c'est aussi être très bon dans l'art de la narration. Parce que ça fait très plaisir aux oreilles. Et le client, tant qu'il vous entend, qu'il vous écoute, et ce que vous lui dites vraiment lui fait plaisir, ça ne le choque pas, ça sonne pas mal dans ses oreilles, ben, il peut tenir une conversation de 10, 15. C'est un atout en matière commerciale. Et bien sûr, les autres types de qualités, c'est la culture générale. Un représentant commercial doit avoir une bonne connaissance de son entreprise. C'est quelqu'un qui doit très très bien connaître ses produits. Et il faut qu'il soit curieux. Moi, je me rappelle quand j'étais à Nutrition et Soja, il y a très longtemps, quand je suis venu, on m'a fait les formations et tout ce qu'il fallait pour que je puisse démarrer. On vendait des produits, ce qu'on appelait les dorés de soja, donc c'est des produits à base de soja, et c'est une innovation sur le marché français. On nous a fait les formations et tout, c'était génial, et moi je me suis dit, comme j'étais un bon vendeur, au départ j'allais me battre pour vendre. Quand je suis allé vendre, j'ai pas eu au début les résultats que je voulais. Le premier jour, je raconte souvent cette anecdote. Le premier jour que je suis allé commencer mes ventes, non seulement j'ai pas atteint mes objectifs, mais j'ai eu même des pénalités qui ont fait qu'à la fin du mois, au lieu que l'entreprise me doive de l'argent, c'est moi qui devais de l'argent. Pour vous dire que quelquefois, on peut commencer très très mal. Voilà. Et quand j'ai fait une vente qui ne marchait pas du tout, j'ai acheté les produits. Pourtant, ces produits étaient disponibles en échantillon au siège de l'entreprise. J'ai pas pris ça. Pour me motiver moi-même, j'ai acheté les produits de toutes les variétés qu'on vendait. Je les ai amenés chez moi à Paris. J'ai invité, comme c'était génial, il y avait beaucoup d'étudiants, j'ai invité des gens de plusieurs types, c'est-à-dire africains, asiatiques, européens, tout ça. J'aurais invité en petits snacks. Quand ils sont venus, j'ai servi des boissons et j'ai préparé, parce que je disais aux gens comment préparer le produit, je l'ai jamais fait. Donc ça m'a permis d'expérimenter comment le préparer à la poêle, tout ça, bain-marie, enfin bon, tous ces trucs-là. Ensuite, j'ai mis plusieurs variétés et j'ai amené les gens à consommer, et ça me permettait d'avoir leur avis, de voir comment est-ce qu'ils appréciaient le produit, etc. Et moi-même, ça m'a permis de le goûter et de voir comment mieux l'utiliser, comment le mettre en valeur. Ça m'a permis d'avoir la meilleure information possible sur mon produit et après, ça m'a permis d'exploser les ventes. Voilà. Donc, un bon vendeur connaît ses produits. Dans certains cas, pour ceux qui vendent par exemple des bouillons, souvent vous avez l'argument des gens qui vous disent les bouillons c'est pas bon, c'est mauvais contre la santé, etc. Et les gens quelquefois ne savent pas quoi répondre.
Alors que si vous alliez voir le directeur technique de votre entreprise ou le responsable qualité de votre entreprise, peut-être qu'il vous aurait donné des arguments pour même conseiller le client sur comment est-ce qu'on utilise les bouillons. Parce que les bouillons en soi ne sont peut-être pas mauvais, mais est-ce que les gens respectent les conditions d'utilisation des bouillons? Est-ce que les gens connaissent exactement qu'est-ce qu'il y a dans les bouillons? Si vous ne le savez pas, vous allez sur le marché, on vous dit, bon, nous, on n'utilise pas des bouillons parce qu'il paraît que les docteurs disent que c'est mauvais pour la santé. Vous ne savez pas quoi faire, vous risquez de ne pas vendre. Donc, allez vous renseigner. N'attendez pas que l'entreprise vous donne tout. Allez vous-même chercher à avoir la meilleure information possible. Ça vous permettra d'être d'abord vous-même convaincu et ensuite de pouvoir convaincre notamment la clientèle. Quand vous êtes sur un marché, étudiez votre marché en continu. Quand vous êtes sur le marché du lait, ne vous arrêtez pas à connaître vos produits et ceux de la concurrence. L'ANSD donne à chaque mois des informations sur le marché du lait. Allez les chercher. Voilà, il y a des newsletters, il y a des informations, allez le savoir. Il y a des blogs sur comment utiliser les produits laitiers, etc. Ça vous permet d'avoir la meilleure information sur votre marché et ne pas collecter de l'information des concurrents, enfin de la clientèle, mais vous-même avoir tous les arguments pour être à jour et savoir conseiller vos clients. Et ça vous donne l'image d'un expert de ce que vous faites. Et ça rassure le client et ça facilite la conviction du client. Voilà. Maintenant, l'autre aspect, c'est avoir la culture générale. Soyez fort dans tout. Un représentant commercial s'y connaît en médecine, il s'y connaît un peu en sciences, il s'y connaît un peu en football, en basket, dans tout. Parce que quand vous êtes chez le client, ce n'est pas « bonjour, je vends un produit ». C'est « bonjour, vous pouvez trouver un client qui est plutôt sensible au football ». Voilà, vous venez dans son bureau, tous les journaux ne parlent que de football, toutes les photos qu'il y a ne parlent que de football, il a des coupes de football qui sont là-bas, ses photos quand il était un grand joueur. Vous venez, vous ne savez pas comment aborder le client, ben vous savez que le meilleur axe pour entrer, pour ouvrir le client et pouvoir discuter avec lui, c'est de parler de football. Et si vous ne connaissez pas le football, c'est un problème. Ça peut être un gars qui est plutôt pris, ou bien un client qui est plutôt féru de science, ou féru de la faune, ou féru de politique, je ne sais pas. Mais vous devez avoir une culture générale, pas une culture spécifique, mais une culture générale. Et ça, en lisant la presse de tous les jours, en regardant les réseaux sociaux, vous pouvez avoir le basique minimum d'informations pour entretenir avec le client une conversation de quelques secondes, afin après maintenant de faire la transition sur l'objet de votre visite. Voilà, bien. La vidéo a été plus longue que je ne le souhaitais. Mais enfin, un enseignant reste un enseignant, on parle beaucoup, on cherche aussi à expliquer le plus possible. On cherche aussi à essayer de vouloir se faire comprendre, c'est ce qui explique que les vidéos soient longues. Mais souvent, je conseille à tout le monde de regarder en live ou tout simplement de se dire, bah, écoutez, plus tard, je vais mettre mes écouteurs, écoutez plus, peut-être que dans ces 30 minutes de discussion ou de live, il y a peut-être un ou deux trucs qui peuvent m'arranger. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être une star, pas du tout. C'est de me dire, si dans mes 30 minutes de live, il y en a un qui en a tiré un intérêt, pour moi, j'aurais déjà gagné. C'est ce que je voudrais, donc partageons le plus possible et surtout contribuer et donner aussi vos observations. Voilà. Je voudrais vous remercier de votre attention. Féliciter encore l'Aibomba pour cette belle initiative que l'État peut copier, vraiment l'État peut vraiment le copier. Féliciter et remercier tous les autres intervenants qui sur Marketing TV Monde interviennent et partagent généreusement leur temps et leur savoir. Ça, c'est un truc qui non seulement c'est valeureux pour vous, mais Dieu vous paye ça si vous êtes croyant. C'est très important et c'est de la citoyenneté. Et ça, je le respecte et je les remercie pour ça. Voilà. Donc, respectons les règles, n'oublions pas nos masques, nos gels, etc. N'oublions pas la distanciation sociale, restons au minimum à 1 mètre, 1,50 m, même dans les rangs qu'on fait dans les pharmacies, dans les points de vente pour acheter du pain. Respectons au moins 1 mètre de distance, c'est très 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 important. Cette maladie-là qui est en train de faire tomber le monde entier, c'est une réalité. Les gens meurent et nous sommes un pays extrêmement pauvre, mais nous sommes un pays fort. Nous avons lutté contre de grandes épidémies. Nous avons battu Ebola récemment parce que nous avons respecté l'ensemble des consignes. Faisons la même chose pour le SARS-CoV-2. Nous allons le battre, nous allons l'éliminer et nous allons certainement être l'un des pays les plus exemplaires du monde. Je suis confiant de ça pour vous et rien que pour ça, nous pourrons être en haut du tableau du monde à défaut d'être sur le tableau des pays les plus riches. Voilà. Je vous remercie. Très belle soirée et très bon week-end. Merci beaucoup.